les peuples de la forêt. Dotés à la naissance de terres aux richesses extraordinaires. Et pourtant, ce sont des enfants trébuchant dans l'obscurité de la misère. Un don devenu une malédiction, parce que c'est d'autres qui savent exactement que leur verre est une bénédiction. Et devant cette richesse qui ne procure du confort qu'à d'autres, ces enfants du Seigneur s'agitent frénétiquement à grands coups de plaidoyer. On a déjà écrit, on a parlé, on a fait des vidéogrammes, on se rend compte que rien ne change. Ils versent des larmes et lancent des cris de détresse que personne n'entend. Ils sont plusieurs dizaines par jour et chaque jour à partir des grandes villes à la recherche de l'or vert. Insatiables, inépuisables, intrépides, ces éléphants de la piste parcourent plusieurs centaines de kilomètres sur le bitume, sur la route en terre, par monts et par vaux. Rien ne les arrête. Et lorsqu'ils retournent d'où ils sont partis, tel un serpent repu de la gigantesque proie qu'ils viennent d'ingurgiter, ils rentrent, lourdement, péniblement, mais heureux. Heureux d'avoir pu attraper leur proie de bois. Heureux surtout de savoir qu'au bout de ce voyage, les maillons de la chaîne qui exploitent la forêt vont encore engranger quelques millions de francs CFA. Mais que laissent-ils derrière eux lorsqu'ils sont partis ? La seule chose que ces communautés bénéficient au maximum, c'est la poussière, c'est la boue. C'est quand même un facteur parmi tant d'autres, très important, qui contribue à la pauvreté des communautés. Vous allez passer dans les villages dans lesquels on exploite les forêts communautaires, qui sont censées être gérées par les communautés locales. On va discuter, on va se retrouver, vous allez me dire l'impact sur le développement local que vous allez constater là-bas suite à l'exploitation des forêts communautaires. La loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche est pourtant claire. Elle reconnaît l'exploitation forestière comme une activité légale génératrice de revenus. Dans un article paru dans le journal Cameroun Tribune du 27 août 2007, il est écrit que de manière générale, sur la base de certains chiffres rendus disponibles par certaines ONG, l'exploitation forestière rapporterait entre 90 et 100 milliards de francs CFA par an. Le même article révèle qu'au ministère des Forêts et de la Faune, on relève qu'au cours de l'année budgétaire 1991-1992, près de 2 milliards seulement avaient été prélevés sous forme de taxes par l'État et qu'en 2004, ce chiffre avait évolué à près de 42 milliards. Ceci met en évidence le potentiel du secteur forestier au Cameroun. La même loi donne également une répartition claire des bénéficiaires des ressources de la forêt. Dans son titre premier, relatif aux dispositions générales, l'article 7 stipule que l'État,
Les communes, les communautés villageoises et les particuliers exercent sur leurs forêts et leurs établissements aquacoles tous les droits résultant de la propriété sous réserve des restrictions prévues par les législations foncières et domaniales et par la présente loi. Les revenus de la redevance forestière annuelle sont alors répartis entre l'État, les collectivités décentralisées et les populations riveraines ainsi qu'il suit. 50% pour l'État, 40% pour les collectivités décentralisées et 10% pour les populations riveraines. Comme on peut le constater, si la loi était respectée, chacun trouverait son compte. Mais force est de constater que plusieurs exploitants évoluent en marge de cette réglementation. De nombreuses irrégularités sont ainsi commises au grand détriment des populations riveraines. Après la délivrance par l'État d'un titre d'exploitation à un exploitant forestier, tout devrait commencer par une réunion publique au cours de laquelle il est présenté aux riverains un document dans lequel sont définis les droits et obligations de l'exploitant et surtout les réalisations notamment sociales que les populations sont en droit d'attendre. Ce document s'appelle un cahier des charges. Cependant, autant ces réunions publiques peinent à se tenir, autant le cahier des charges demeure un mythe dont on entend parler, mais que presque personne n'a jamais vu. Je pense que les cahiers de charges interviennent beaucoup plus au niveau des grands titres, dont les UFA et les ventes de coupe. Et ça, c'est un malheur. Par exemple, avec mon expérience, je n'ai jamais vu de manière officielle un cahier de charges entre une UFA et des communautés villageoises. L'exploitant ne nous a jamais montré son cahier de charges. Depuis que je suis président, je n'ai pas une ceinture dans son cahier, ou bien lui me montre que voilà comment on va marcher, comment on va faire. C'est vraiment une petite réunion de concertation quand il arrive. Nous avons commencé toujours avec la FCTV avec un projet dans lequel on demandait aux exploitants forestiers de communiquer les cahiers de charges aux communautés pour que les communautés sachent qu'est-ce qu'ils ont droit dans une exploitation, qu'est-ce qu'ils n'ont pas droit, qu'est-ce qu'ils doivent demander à l'exploitant. Mais ça, c'est encore un autre mythe, très difficile parce que je ne sais pas s'il y a quand vous allez aller dans les villages, s'il y a une communauté qui pourra vous présenter un cahier de charges d'une entreprise. Vous allez trouver un titre qui se trouve ici, à Lomien, à peut-être à 30 km après Lomien. La réunion d'information va se tenir à Bombang, qui est à 126 km de Lomien. Ça déjà, la loi n'a pas prévu ça. Alors il faudrait que la communauté soit informée là où elle est, que c'est l'exploitant et l'administration qui se déporte et aller trouver la communauté qui est majoritaire sur place. Mais c'est une élite ou alors une ou deux personnes qui sont cooptées au village pour traverser tout le chemin, se retrouver à Bomba pour une réunion de 15 minutes. Après le village et concernant les questions purement administratives, les irrégularités dans le domaine de l'exploitation du bois se transportent naturellement dans la forêt. Ici, l'on peut les observer notamment au niveau de l'espace et au niveau du respect des normes d'abattage. Nous avons dans un niveau spatial, c'est-à-dire la délimitation des titres d'exploitation qui certains ne sont pas délimités. Nous avons les forêts communautaires, nous avons les UFA et ceci entraîne des conflits entre les communautés qui parfois ne connaissent pas où s'arrête l'UFA. Parfois l'UFA se retrouve à moins d'1 kilomètre de la route, ce qui est déjà proscrit par la loi. La loi voudrait que ce soit à partir de 5 km et quand la communauté veut donc travailler, c'est là où l'aménagiste arrive et dit vous avez traversé les limites de l'UFA alors que la limite qui doit être large de 5 km, de 5 mètres bien badigeonnée
n'a pas été perceptible sur le terrain. Pourtant, le titre est fonctionnel. Mais il y a des gens qui viennent, ils exploitent. Là, il n'y a pas de titre. De deux, ils exploitent. Là, il y a le titre, mais ils n'exploitent pas les bois autorisés. De trois, ils exploitent dans le titre les hors diamètre et ils ne respectent pas les normes d'abattage. À ce niveau, nous avons deux sortes d'irrégularités. Il y a l'irrégularité qualitative et l'irrégularité quantitative. Qualitative, c'est au niveau des types d'essence. Nous avons le sapelli, le SIPO. Lorsque l'entité exploite une essence qui n'est pas dans son certificat annuel d'exploitation, c'est une irrégularité. Lorsque maintenant nous avons l'irrégularité quantitative, ce que je peux appeler quantitative, c'est au niveau du dépassement de quota. On vous donne 1000 m3 de sapelli, vous vous retrouvez en train d'exploiter 2000 m3. Et là, immédiatement, ceci engendre une autre irrégularité qui est celle de la documentation sécurisée. Vous allez utiliser des lettres de voiture pour un volume qui ne vous a pas été octroyé. Un aspect qui interdit aux exploitants forestiers on appelle ça la zone 30, d'abattre les arbres en bordure de l'eau. Un aspect qui aussi interdit aux exploitants de verser les huiles qui sont restées là, de les verser par terre ou bien de les verser dans l'eau. En les versant dans l'eau, ça va créer les dommages là-bas pour les communautés. Et quand ces communautés vont aller peut-être à la pêche pour chercher du poisson, elles vont manger du poisson empoisonné par ces produits chimiques. Et en versant aussi ces produits chimiques sur la terre comme ça détruit aussi l'environnement, ça détruit la nature. La petite rivière qui passe là-bas derrière, elle est déjà, la terre même est déjà noire, l'eau ne coule même plus. Ça veut dire que l'impact aussi sur les populations du quartier qui utilisaient cette eau ne peut plus le faire. Et c'est comme ça que ça crée des lacs partout. Tout ça, ça a des impacts. Et en créant ce lac, vous allez voir que non seulement le lac n'est pas aménagé, mais c'est un lac artificiel parce que ce lac a été formé à partir des morceaux de bois que voulant faire le pont, les exploitants forestiers ont fait là et ça donne quoi? C'est les moustiques, les gens ne dorment plus bien. Mais si apparemment le responsable de l'exploitation illégale des forêts semble tout indiquer, à savoir l'exploitant forestier homme d'affaires, il est assez facile de se rendre compte qu'il n'est pas seul. Au pays de l'or vert, là où coule l'argent à flot, existent des arrangements souvent moralement suspects, impliquant l'administration et certains villageois véreux. Les dérapages qui existent dans l'exploitation illégale viennent d'abord de l'État. Parce que l'État qui est garant de la loi. Ça, c'est qu'en tant que CPF, c'est qu'on nous dit. Et puis nous, quand nous déclarons qu'il y a ceci, il faudrait aussi que cela nous couvre. Parce que nous n'avons pas de salaire. Nous ne sommes couverts en rien. Nous pensons que l'administration forestière a un rôle très important à jouer en ce qui concerne le suivi de la réglementation. Mais nous pensons à un moment donné qu'ils ne sont pas assez méticuleux pour jouer ce rôle. Parce qu'il y a beaucoup de cris au niveau des communautés. On connaît qui a droit à quoi quand c'est illégal. On connaît comment les circuits se passent aussi dans nos villages. Et la plupart de nos frères sont aussi impliqués. Dans l'exploitation illégale. Mais comment on va faire pour les dénoncer? C'est délicat. J'aime prêcher par les exemples. Il y a un arbre dans mon champ. Il dit à l'exploitant que bon, il me donne 10 000.
Est-ce que ça profite à la communauté? Ou bien ça profite à moi? C'est un peu ça que nous vivons dans les communautés. C'est-à-dire qu'ils exploitent, mais on ne sait pas dans quelle mesure ils évacuent leur bois. Mais nous, on vend notre bois à 10 000 ou bien à 5 000 dans mon champ, mais dans ma jachère. Et qui viendra me dire que ne vends pas ton bois? Personne. C'est parce qu'il y a quand même aussi des réseaux. Parce qu'il y a aussi des combines, comme je vous ai dit, des corruptions, des choses comme ça. Si on prend l'exemple des forêts communautaires, par exemple, l'entité juridique qui dirige la forêt communautaire, à ce niveau-là, c'est aussi les responsabilités sont partagées entre les communautés elles-mêmes et même les comités paysans forêt qui sont censés contrôler tout ce qui se passe en forêt. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Donc, les responsabilités sont partagées, mais la situation, je ne trouve pas qu'il y a vraiment un grand changement ou bien une certaine amélioration suite aux activités d'exploitation illégale. Il est arrivé plusieurs fois dans les communautés, vous arrivez dans des communautés où la redevance forestière annuelle est reversée à la commune, dans les caisses de la commune. Le comité riverain connaît le montant, le comité riverain décaisse l'argent, mais le projet n'est pas réalisé. C'est certainement fort de cet état de fait que l'État a cru devoir mettre sur pied une organisation intermédiaire pour être le relais d'information entre les trois entités, communauté, État et exploitants forestiers. Le comité paysan-forêt. Le CPF, c'est un comité paysan-forêt. C'est un institut de dialogue créé par l'État camerounais. Parce qu'il y a eu un constat. Le constat, c'est qu'il y avait toujours le problème entre les communautés et les exploitants. Le premier exploitant qui est arrivé à Lomé. Donc il arrivait, il donnait le poisson, la nourriture, le vin, il entrait en forêt, faire ce qu'il voulait. À un moment donc, quand on constatait que ça n'allait pas, les populations se soulevaient, barraient la route, et tout, et ça a créé des problèmes, des sérieux problèmes. C'est à partir de ces problèmes que l'État a vu que, bon, comme les paysans sont les gardiens de la forêt, c'était mieux qu'il y ait une structure de dialogue entre les trois. Donc on a donc créé les comités paysans forêt comme représentants des communautés au sein de cette tripartite. Des ONG militent également pour la transparence dans la gestion des ressources naturelles et la prise en compte des droits des communautés qui dépendent de ces ressources pour leur survie. Elles s'évertuent à dévoiler tous les systèmes d'ombre qui facilitent la corruption et des conflits dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles. Elles démontrent à suffisance que l'exploitation illégale de la forêt entraîne des pertes considérables à tous les niveaux, pour tous les acteurs de la chaîne et surtout pour le pauvre riverain. C'est tout ça qui en fait en sorte qu'on se regroupe. Et en se regroupant, nous sommes partis sur le principe selon lequel l'union fait la force. Et comme on dit souvent chez nous, un seul doigt ne peut pas ramasser un grain de maïs. C'est comme ça que avec la promulgation de la loi sur les associations, des associations ont commencé à naître. Et ces associations étaient faibles. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de nous regrouper dans le cadre de ce réseau pour être encore plus fort, pour continuer à défendre les intérêts des communautés locales et autochtones par rapport aux exploitants forestiers, par rapport aux exploitants miniers. Quand on a des papiers, nous gagnons plus d'argent. Mais sans papier, c'est illégal. Nous perdons sur le mètre cube. Alors quand vous faites ça illégalement, c'est l'exploitant qui vous domine. C'est lui qui vous impose, qui vous donne le prix du mètre cube. La raison est qu'il va aller chercher les papiers ailleurs et il va beaucoup perdre parce que nous, on ne peut pas lui donner tout ce que la loi demande sur place. Donc, c'est pour cela qu'il dit que je donne le mètre cube tant. Et vous allez toujours accepter parce que vous voulez les moyens. Ça fait une perte dans la mesure où, par exemple, dans une forêt communautaire, quand on exploite dans une forêt communautaire légale,
on peut dire que le mètre cube de bois est à 20 000. Mais quand il n'y a pas de papier, on vous dit on vous donne 10 000 ou 7 000. Vous êtes obligé d'accepter. Vous allez faire comment? La lourdeur du processus d'acquisition des documents d'exploitation, c'est un truc qui est très lourd pour la communauté. Ce qui fait que la grande partie de l'argent que la communauté gagne rentre encore dans les travaux d'aménagement et de renouvellement des documents sécurisés. Ce qui fait que la communauté, au finish, n'a pas assez d'argent et est tentée d'aller prendre en dehors de son titre ou alors en deçà ou au-delà du quota qui lui a été octroyé. Donc, pour ma part, l'État, le MINFOF, a une responsabilité quant à la lourdeur de la livraison des documents sécurisés. Il y aurait beaucoup de changements parce que les communautés ont réellement des besoins en ce qui concerne l'eau potable, l'amélioration de l'habitat, les ponts, les projets qui concernent l'agriculture, l'éducation, la santé. Donc si l'argent arrivait réellement au niveau des communautés et que celles-ci étaient impliquées dans la gestion, on observerait beaucoup de changements en ce qui concerne leur quotidien. Les organisations non gouvernementales et autres associations ont le mérite de révéler au grand jour les infractions et illégalités courantes dans l'exploitation forestière et même des failles dans l'application de la réglementation forestière par l'administration compétente. Leur action a permis une chute considérable des illégalités et l'ouverture du contentieux à l'égard de plusieurs détenteurs de titres. Toutefois, l'impact des actions entreprises par ces organisations demeure insuffisante et les conséquences restent dramatiques. Je veux vous dire que l'État n'a pas empoisonné nos communautés. Quand ils ont donné les forêts communautaires, ils ne nous ont pas dit, ils ne nous ont pas préparés pour gérer les forêts communautaires. Nous nous sommes rendus compte que les relations entre l'exploitant et la communauté, c'est des relations qui sont souvent très difficiles parce que la communauté, elle attend certaines réalisations de la part de l'exploitant qui, parfois, ne pense pas que cela relève de son devoir de le faire. Donc, du coup, la communauté a l'impression que l'exploitant est en train de prendre le bois pour se faire de l'argent et elle va rester et elle n'aura que ses larmes pour pleurer. La société civile, elle constate, mais elle n'a pas le pouvoir d'action. La société civile, elle constate, elle rend compte à l'État parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la société civile est le prolongement de l'action de l'État. Nous vivons dans un paradis qui nous est offert par la nature. Il serait temps que l'homme, ce prédateur, commence un jour à respecter ce qui lui est si gracieusement offert. Il devrait être arrivé le temps et le lieu où l'on doit s'indigner. S'indigner quand ces exploitants s'enrichissent au détriment de ces enfants dont le seul crime a été de naître là où ils sont nés. Ces peuples de la forêt qui ne demandent qu'à vivre en paix. S'indigner quand ces exploitants verront vide impunément la nature de sa substance vitale. S'indigner de voir que notre administration reste là à regarder avec ce sourire complice. La société tout entière devrait se rendre à l'évidence que chacun à son niveau contribue à détruire l'environnement. Comme ces organisations non gouvernementales, nous ne devons pas garder le silence devant une telle gravité, car, comme le disait Martin Luther King, notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Ayons simplement du courage pour arrêter ce mal. Ayons le courage de leur redonner le sourire.